Voilà, c'est ça, c'est magique. C'est magique, voilà, c'est parce qu'il n'y a pas d'IA là que ça va pas marcher, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, le talk s'appelle «L'IA, c'est magique». Et en fait, la magie, c'est totalement sans danger, bien sûr. C'est ce que je vais vous présenter un petit peu aujourd'hui, avec déjà un premier truc. Il faut que je trouve le bon sens de ces flèches. Ouais, super. Coucou, moi, c'est Lucien. Je m'appelle Lucien, je fais du développement et du test logiciel. En gros, quand je code, c'est pour coder des tests. Et je bosse pour une boîte qui fait de l'IA. Ma boîte, on distribue et on fait des IA qu'on distribue aussi pour de l'analyse d'images médicales avec de l'IA pour de l'aide au diagnostic. Donc l'IA, en fait, j'ai quand même pas mal de collègues autour de moi qui connaissent. Et à force, je connais 2-3 trucs. Typiquement, ça c'est moi au boulot. Et il y a de l'IA partout autour. C'est très cool. Et je vais vous montrer à quel point c'est très cool. Je vais vous embarquer dans une journée type que je peux avoir avec l'IA. Cette image, elle résume bien. C'est easy peasy, lemon squeezy. Parce que, avec l'IA, c'est un peu en mode facile, quoi. Je code, j'ai Copilot. Et Copilot, il pense mieux que moi quand même. Il connaît plein de trucs que moi je connais pas. Donc je peux aller vachement loin, vachement vite. C'est trop cool. Je vais plus loin que ça aussi parce que j'utilise beaucoup ChatGPT pour tout le reste. Quand j'écris un email, quand j'écris un CV ou un article de blog, n'importe quoi, je le fais avec ChatGPT. Genre là par exemple, j'ai dû faire un dossier administratif pour je sais plus quel truc, mais c'est ChatGPT qui a tout écrit, quoi. Voilà. Toutes mes illustrations, comme celle-ci que vous voyez, c'est généré avec l'IA. Moi je dessinerai jamais un truc aussi propre. Heureusement, j'ai l'IA qui crée des trucs pour moi, je suis trop content. Et mon examen de la prostate, c'est l'IA qui va s'en charger. Même mon docteur prend de l'IA pour gérer ma prostate. C'est-à-dire que l'IA n'est pas tout autour de moi, elle est aussi un peu dans moi. Donc c'est très chouette. Et donc on va commencer par Copilot. Là, j'arrive sur mon projet, j'ai un petit bug à fixer. Mon projet, c'est... là, on avait développé un plugin Drupal pour un truc dont vous connaissez, hein, si vous faites un peu de PHP, développer un plugin, on est quand même bien content quand on a une IA pour nous aider à coder. Donc là, manque de bol, sur mon plugin Drupal, il y a un bug. Et oui, ça arrive, même avec les IA. Donc, je me dis, tu sais quoi, le fixe, je fais une modif pas tout à fait standard dans une ligne Drupal maison. C'est pas grave, quoi, j'ai Copilot qui va m'aider mais qui s'en sort pas. Ah! Bon, Copilot s'en sort pas. C'est pas grave, hein, je vais commencer à... Mais en fait, non, moi non plus, je m'en sors pas. Je lis le code, je bite rien, parce que je fais pas beaucoup de PHP, moi. Je suis plutôt JavaScript, donc PHP, ça me parle pas trop, c'est pour ça que je me suis autant servi de GitHub Copilot. Bon, c'est pas grave, il y a un tech lead dans l'équipe. Donc j'appelle le tech lead, et le tech lead me dit « je comprends rien. » Ah, je comprends rien de chez rien. Bon, ma petite journée là, ok. Aujourd'hui c'est en jour 100 pour GitHub Copilot. Ça arrive, on va devoir reprendre les bases un petit peu et voir ce qu'on arrive à faire de nous-mêmes. Je vais devoir me pencher sur un peu la doc des API, ce que je comptais esquiver, hein, bien sûr, comme tout le monde, mais là, j'ai pas le choix. Bon, donc ma journée type avec l'IA, on va la reprendre légèrement, on va oublier la partie code, c'est pas grave, j'ai plein de trucs cool à vous montrer. Là, typiquement, je dois écrire de la doc sur un autre projet avec ChatGPT. Et c'est une doc un peu relou à écrire. C'est ça, je dois commencer à écrire une stratégie de test sur un autre produit que je connais bien, qui ressemble encore à un autre produit. Une stratégie de test, c'est vraiment de la doc et de la doc. Et moi, c'est pas mon truc d'écrire de la doc, c'est chiant. C'est pas grave, j'ai ChatGPT, mon meilleur ami, qui va m'aider. Et en fait, il m'aide très bien, je trouve. Je trouve qu'il m'aide très bien, mais un peu trop. Et là, je me dis, ok, c'est bizarre. Comment il connaît ce détail-là de notre archi qui est un petit peu spécial. Ok, là, je commence à m'inquiéter. J'en parle avec mes collègues. Et mes collègues font le test et... Mince, en fait, ce que nous a sorti ChatGPT, ça vient clairement d'une doc qui est à nous et qu'on a déjà produite. Donc, d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose de chez nous qui a fuité, qui s'est retrouvé dans ChatGPT. Ok, là, on flippe. Et on se dit... Bon, on va un petit peu laisser ChatGPT de côté un moment, le temps de comprendre ce qu'il se passe. Là, ok, il est midi. Ma matinée est un peu plus stressante que prévu. C'est pas grave, je vais passer sur Instagram, histoire de me changer les idées. Hein, et j'ouvre Instagram et
Ah ben j'ai un DM, ah trop cool, peut-être quelqu'un qui aime bien mon contenu, trop chouette, qui dit que j'ai plagié Steve McCurry. Est-ce que vous savez qui est Steve McCurry? Ben moi non plus, en fait moi non plus je sais pas, donc je vois pas comment j'ai pu plagier un mec que je connais pas. Il me dit, tu vois mon post là, il a très certainement été généré par de l'IA. Bah oui, je m'en cache pas, je fais plein d'art avec l'IA, c'est trop cool. D'ailleurs il me montre la photo de mon post. C'est, voilà, je lui ai demandé de générer un portrait de femme. Et il me dit, toi, c'est ça, c'est ce que tu as fait, Lucien. Mais Steve McCurry, il a pris cette photo. Et cette photo, elle ressemble quand même vachement à ce que toi, tu as fait avec de l'IA. Là, je comprends pas. What the fuck? Moi, j'ai jamais demandé à l'IA de me plagier quoi que ce soit. C'est quoi ce bazar? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Je passe un peu l'après-midi à globalement faire le tour de beaucoup de mes posts Instagram, et apparemment, des histoires de plagiat, il y en aurait d'autres. Je désactive mon compte, j'ai bien occupé mon après-midi plutôt, là, carrément, et après, le reste de mon après-midi, c'est avec le docteur que je le vois. Et là, je vais faire un petit ellipse temporel, je vais raconter la fin. Mon rendez-vous avec le docteur, parce que là, tu vois, bon, finalement, pour les illustrations avec l'IA, j'abandonne l'IA. Hein, pour l'instant, je repasse sous Paint. Hein. C'est une valeur sûre. Je sais que je ne me ferai pas, j'aurai pas une claim sur un copyright. Voilà. Et du coup, mon examen de la prostate, comment s'est-il passé? Voilà, vous voyez, ça c'est la mine un peu surprise du docteur. Ça, c'est moi. J'ai l'air pas bien. Parce que l'IA a analysé, il y a un petit moment, une IRM que j'ai fait de ma prostate. Très bien. L'IRM a trouvé un truc. Bah, ok, bon, pourquoi pas, hein, ça peut arriver, c'est justement pour ça qu'on fait des examens. Et donc on m'a fait une biopsie. Bah, une biopsie, bon bah j'ai douillé un peu quand même, hein, ça fait mal. Sauf que le problème, il n'y avait rien. L'IA avait un petit peu halluciné. Et ce que me dit le Toubib, c'est ah mince, si j'avais lu le résultat, je me serais rendu compte que c'était complètement n'importe quoi, parce que si je prends la radio originale et le résultat de l'IA, ok, moi je trouve pas du tout ça, et clairement, mon expertise me dit que là, l'IA s'est trompée. Ah, ouais ben j'ai mal, hein. J'ai quand même eu une biopsie pour rien, youpi, et puis c'est des frais en plus, hein, une biopsie. La clinique, elle a fait des dépassements honoraires, j'ai payé quoi, super. Bon, easy peasy lemon squeezy, la journée type avec l'IA. Au final, je m'en sors pas si bien que ça. Donc, la question qui va arriver, c'est pourquoi ça a merdé? Alors, la bonne nouvelle que je vais vous donner, c'est que c'est une histoire... Ah, merde. Ça a merdé, eh oui. Attends, on va retenter. Non, mais c'est le timing, hein. Je dis que ça a merdé, donc ça merde. Hop, on retente. On va faire un peu de voodoo. Ouais, c'est les aléas du direct. Alors, je tente un truc. Je pense qu'il faut secouer le câble, tu sais, je sais pas. Je pense que le câble, en fait, il a vécu. Parce qu'un câble qui glitch comme ça, c'est bizarre, quoi. Surtout que c'est un câble très très long. Ouais, je pense que je vais... Ah, ok. Attends, prends celui de Seb. Ouais. Ouais, merci. Hop, ouais, on va y arriver. Bah c'est facile, on débranche celui-là et on branche l'autre à la place. Ah ah. Donc ouais, à la fin de la journée, j'ai pété un câble. Et du coup, sur cette vanne tout à fait douteuse, ok. La question se pose, pourquoi ça a merdé? Qu'est-ce qui a mal tourné? Donc la bonne nouvelle que je vous donne, c'est que c'est une histoire fictive. Il ne m'est pas arrivé tout ça. La mauvaise nouvelle que je vous donne, c'est que c'est une compilation en partie d'histoire vraie et en partie d'histoire plausible. Voilà. Donc qu'est-ce qui a merdé? Non, c'est l'autre sens. Qu'est-ce qui a merdé? Déjà, l'histoire de bug à fixer avec Copilot. Bah, apparemment, Copilot, il n'est pas si intelligent que ça. En fait, je vais vous montrer une petite étude. Une étude de... Enfin, je vais vous montrer une étude. Montrer le résumé d'une étude que GitClear a menée, une entité, hein, qui a analysé 153 millions de lignes de code, qui s'est dit, ok, voici comment nous on mesure la qualité de code, et comment cette qualité de code a-t-elle évolué au fil des ans. Alors, ça vaut ce que ça vaut, parce que mesurer la qualité de code, il y a beaucoup de débats là-dessus.
Mais là, eux, ils se sont dit, bah, la qualité est en baisse depuis que les personnes utilisent de plus en plus GitHub Copilot. Ah, et apparemment, c'est la foire au copier-coller. Un peu comme si vous aviez un dev ou une dev dans votre équipe qui prenait les réponses sur Stack Overflow telles quelles et les copier-coller dans votre code sans trop un peu se préoccuper de ce qui existe déjà. Ah, mais j'ai déjà une classe qui permet de faire ça. Ah, j'ai déjà une forme de style de code à respecter. Là, on oublie ça, et on fait du patchwork. Et au bout d'un moment, on peut se retrouver avec des problèmes architecturaux un peu sévères, quoi. Et c'est un peu ce genre de truc qui peut arriver avec GitHub Copilot si on ne fait pas gaffe. Donc ça, c'est dans mon exemple, j'ai dit j'ai fait un plugin Drupal alors que je ne fais pas de PHP d'habitude et c'est bon, ça marche. Ouais, mais puisque je ne fais pas de PHP d'habitude, je fais des choses que des personnes qui ont appris le PHP savent qu'il ne faut pas faire. Voilà. C'est comme si en JavaScript, je sais pas, je déclarais toutes mes variables avec du var de partout, je fais jamais de cons, jamais de lettres, bref, pourquoi pas, mais il faut mieux éviter. Voilà, donc ça, l'IA, finalement, peut-être pas si intelligente que ça, c'est un outil qui est certes merveilleux dans certains cas, ici, ça a ses limites. Le truc d'après qui a merdé, c'est ChatGPT. J'ai écrit ma doc avec ChatGPT, comme j'écris toutes mes docs avec ChatGPT. En fait, c'est ça le problème. ChatGPT a fait fuiter mes infos. Tout ce que vous envoyez à ChatGPT peut servir à entraîner ChatGPT. Ça, combien parmi vous en étaient conscients que ChatGPT vous espionnait? Ça marche. Et du coup, la question, combien n'étaient pas conscients que ChatGPT vous espionnait totalement? Vous lui envoyez un truc, il va pouvoir s'en servir pour vous s'entraîner. Parce que j'ai rencontré justement des personnes qui n'avaient pas du tout conscience de ça. Voilà. Imaginez, vous êtes dans la tech, et c'est déjà pas forcément évident. Imaginez les personnes qui ne sont pas dans la tech, qui vont pas juste faire des dissertations avec ChatGPT, mais qui vont écrire, je sais pas moi, une lettre de licenciement ou n'importe quoi, des choses très très sensibles où il y a des données personnelles. C'est des numéros de sécurité sociale qui vont se retrouver dans ChatGPT, des trucs qui fuitent, des clés d'API aussi. Bref, des choses un petit peu rigolotes, quoi. Des credentials. Vous allez pouvoir trouver de tout parce que ChatGPT, ChatGPT en termes de respect de la vie privée, c'est naze. Alors j'ai mis des petits liens, un jour il y aura une version de ce talk avec des QR codes et avec même carrément une page facile à trouver sur un GitHub. J'avoue que James a juste été moins chanceux que moi, parce que j'ai réussi à finir le talk, à mon avis, quelques minutes avant lui seulement. Voilà. Le problème, ça découle de ChatGPT, et surtout OpenAI, et son rapport à l'éthique, que je trouve très flou. Enfin, au contraire, c'est pas flou. Il y a un article qui se lit comme ça, ChatGPT, derrière la magie, l'horreur pour des travailleurs kényans payés une misère pour expurger des contenus violents. Alors, je vais vous le refaire. Ça veut dire que ChatGPT, si vous lui demandez la recette du cocktail Molotov, il va vous dire je ne peux pas te donner ça, c'est mal. Comment ChatGPT sait distinguer le bien et le mal? Eh bien, en fait, on a demandé à des personnes de classifier du contenu en ça c'est bien, ça c'est mal. Et ces personnes-là, imaginez, on leur a surtout donné le pire des contenus, genre des vidéos de chiens qui se font buter, ouais, c'est dedans. Des vidéos d'enfants qui se font violer, ouais, il y en a dedans. Bref, des trucs horribles, à des personnes payées une misère, à faire ça toute la journée. Le soutien psychologique inexistant, bref, un truc qui te détruit le cerveau pour construire un autre cerveau, génial. Et ça, OpenAI, c'est vraiment la face cachée d'OpenAI, quoi. Sam Altman, il s'en vante pas trop, curieusement, de ce truc-là, mais il s'en est bien servi. ChatGPT est devenu aussi puissant en exploitant des êtres humains et en les détruisant, clairement. Donc c'est vraiment bien sale. Je crois qu'il y a d'autres soucis, je crois que c'est sur ChatGPT. Non, ça c'est Instagram. Instagram qui me dit ah bah mince, en fait j'ai plagié du contenu. C'est un petit peu lié à ChatGPT et son rapport à l'éthique. Ça, c'est des extraits de tweets qui se concentrent pas que sur cette histoire de femme afghane, mais aussi des œuvres encore plus connues que ça, où clairement, il s'avère que Midjourney a été entraîné sur beaucoup de contenus, dont des œuvres protégées par les droits d'auteur, et est manifestement capable de les recracher à peu près telles quelles. Parce que Midjourney n'invente rien, Midjourney recrache des choses qu'elle a digérées. Donc si on lui dit « peins-moi une nuit étoilée »,
elle va peindre du Van Gogh, c'est bizarre, ou quelque chose qui va ressembler très très fort. Bon, et ça, en fait, c'est du plagiat. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous trouvez beaucoup d'artistes, beaucoup de dessinateurs et de dessinatrices, même des photographes, qui disent surtout, ne faites pas passer mon contenu à la moulinette de l'IA, je ne veux pas me faire voler mon travail par l'IA, me faire plagier. Et c'est un petit peu ça, quoi. Voilà. Bon, ça, je pense que pas mal de personnes sont au courant aussi. ChatGPT et les droits d'auteur, voilà, toujours OpenAI. Hein. Vous le savez probablement, OpenAI a pillé globalement tout l'Internet pour constituer son jeu de données. Et quand Sam Altman a été interrogé un peu sur ça, il a dit un truc du genre non mais en fait on ne pourrait pas aujourd'hui faire un outil aussi performant que ChatGPT si on respectait les droits d'auteur, donc il ne faut pas respecter les droits d'auteur. Ouais, c'est un peu facile comme réponse. Hein. C'est, regardez, maintenant, enfin, c'est genre plutôt que de demander la permission, on demande pardon. Ouais, sauf que là, là clairement, c'est du vrai vol de contenu. Hein. C'est du vol... En fait, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de contenus qui ont été créés, de bases de données d'entraînement qui ont été créées en disant ça c'est pour du projet de recherche, donc là ça va, c'est permissif. Et d'un coup, des projets de recherche qui sont devenus des projets très lucratifs. Ouais, et là, d'un coup, c'est bizarre. Il me semble d'ailleurs que quand on lit le white paper de GPT-4, qui est derrière du coup la version la plus récente de ChatGPT, ils ont contourné le problème d'une façon assez folle, parce que comment on sait que ChatGPT ça a pillé tout Internet? C'est que pour GPT 3.5, on a un doc qui dit voici comment ça a été entraîné, voici sur quelles données. Du coup, OpenAI, ils se sont dit, bah, pour GPT-4, on va juste dire, ouais, on a entraîné le donné, et voici comment il est performant, etc., etc. Ah, les données, non, on ne va pas vous dire sur quoi on l'a entraîné, parce qu'on ne veut pas se faire attaquer pour violation de droit d'auteur. Ouais, alors moi ça me pose un gros problème. Si je ne sais pas sur quelles données sont entraînées des IA, alors pour moi l'IA ne vaut rien. Je vous en parle un petit peu plus tard. Voilà. Et l'examen de la prostate, examen fictif, en fait là il se trouve que le docteur a juste regardé son résultat d'IA et s'est dit c'est bon, je peux lui faire totalement confiance. Alors que c'est juste, c'est aussi con qu'une formule Excel, une IA. Hein. Si on lui donne, enfin ça peut se planter, Voilà. Et malheureusement, j'ai eu des discussions avec un docteur qui me disait ah, moi je sais que dans mon cabinet, il y a des collègues qui font ça, qui regardent le résultat d'IA sans regarder l'examen original et c'est tout. Ça, c'est très problématique, d'autant que nous, justement, dans les conditions d'utilisation de nos logiciels, on insiste énormément sur « faut surtout pas faire ça ». On n'est pas un outil qui remplace le radiologue, on est un outil qui assiste. Voilà, bon, manifestement, le message a parfois du mal à passer. Parce que quand quelqu'un peut faire une connerie avec l'outil, il va forcément la faire. Je pense qu'il y aura des règles qui vont tomber au niveau de l'Union européenne là-dessus, un jour, qui vont un petit peu faire mal. Voilà. Donc, je regarde ici si mes notes... Non, c'est bon, ça, il n'y a pas rien sur mes notes. J'ai juste marqué n'importe quoi. Donc, on va plutôt passer à la suite. Et si on révisait les bases... Bon, alors, la luminosité, ça se voit pas, mais c'est Schwarzenegger qui dit « I'll be back ». Voilà, donc on retourne aux bases. Donc, je rappelle que oui, heureusement, l'histoire que je vous ai racontée est bidon, mais plausible. Et on va voir comment on peut mieux faire, comment on peut éviter cette situation clairement catastrophique et malheureusement plausible. Et pour ça, il faut revenir aux bases. Et la base de une IA, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un ici saurait me dire ce qu'est une IA? Est-ce que quelqu'un a une définition? Pas facile, hein? Alors, je vous apporte un élément de réponse. L'IA, c'est d'abord du bullshit. C'est intelligence artificielle. Alors pour moi, si on qualifie les trucs qui existent aujourd'hui d'intelligence artificielle, alors on a le droit d'appeler une formule Excel de l'intelligence artificielle. C'est le même niveau d'intelligence. C'est performant, mais c'est teubé une IA. Et globalement, on va voir un petit peu ça en détail, il y a deux familles, deux grandes familles. Il y a le machine learning, qui est assez, qui est assez répandu, qui est très spécialisé, et les large language models, tels que ChatGPT, Midjourney, etc. Alors, je ne vais pas forcément entrer dans les détails de ces détails. Je crois que c'est Stéphane Philippard qui a fait un talk où il vulgarise bien le fonctionnement même des IA, des réseaux de neurones, etc. Je vais essayer de vulgariser beaucoup plus, en beaucoup moins de temps, le machine learning.
c'est transformer un problème en son expression la plus simple, déjà. Ça, c'est la première étape. Admettons, là, on se dit, je veux une IA qui me détecte les photos de chiens, ou qui me détecte les chiens sur une photo. Ok, ça, c'est ton problème, très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va entraîner un modèle de calcul à repérer les chiens sur des photos. Et pour ça, on va lui donner des données. Genre, tiens, j'ai 5000 photos, parmi ça, j'ai 1000 photos où je sais que c'est des chiens. Ben, c'est ça que je dis à l'IA. Je sais que là, ces photos-là, c'est un chien, ces photos-là, c'est pas un chien. Ok. Maintenant, trouve tes paramètres dans ton moteur d'inférence, fais des calculs, tente des choses, jusqu'à ce que toi, tu arrives à me trouver les chiens un peu comme la réalité, quoi. Et on entraîne. Globalement, le premier modèle, ça peut être, je mets des paramètres au pif, j'ai un résultat. Je change ces paramètres de telle façon, c'est mieux ou c'est moins bien? Et on itère, et ça demande beaucoup de calculs, jusqu'à trouver une IA qui, quand on lui donne le jeu de données, dit « Ah, là, il y a un chien, là, il n'y a pas un chien. » Et on se dit « Ok, elle a raison 99% du temps, ça me convient. » Et bon, il y a des optimisations, beaucoup d'optimisations qui peuvent venir en ligne de compte. Bon, vous savez, je pense que le nerf de la guerre, c'est le calcul parallélisé et donc sur carte graphique. Mais une fois qu'on a optimisé un modèle, on peut parfois, si on a vraiment bien optimisé, le faire tourner juste sur un processeur, plutôt que sur une carte graphique. Ce qui coûte quand même beaucoup moins cher, notamment dans le cloud. Et on peut par exemple se dire, tiens, j'ai fait un modèle d'analyse du poignet, ok, je l'ai entraîné sur GPU, mais mon expression du problème, je n'ai pas formulé une question de français, finalement j'ai réussi à faire une formule mathématique à plusieurs inconnus, et il fallait que je trouve les coefficients. Mes inconnus, ça correspond à ce que j'entre comme données, genre ma radio du poignet, et les coefficients de ma formule mathématique, c'est ce que j'ai demandé finalement à mon modèle d'inférence de déterminer, mon modèle d'IA, lors de son entraînement. Et là, on a genre un AX plus BY plus C fois Z égale 0, et on cherchait le A, B et C qui donnent le meilleur résultat. Et une fois qu'on a ça, on se dit, bah ça, j'ai fini mon entraînement, c'est optimisé, je peux le faire tourner sur un processeur en suffisamment peu de temps pour que ce soit acceptable. Bon, c'est le genre de choses qu'on peut arriver à faire. Mais l'important à retenir, c'est on a une machine capable d'apprendre et on lui donne des données pour l'orienter vers « voici ce que tu dois apprendre ». Et tout le reste, c'est des variantes de ça. Voilà. Parce qu'il y a de l'apprentissage supervisé, non supervisé, c'est du détail d'implémentation. Voilà. C'est du détail important quand même, hein, quand on veut vraiment faire de l'IA, mais c'est du détail d'implémentation. On va prendre un exemple de le machine learning qui va apprendre à distinguer les chiens, juste à repérer les chiens sur les photos. Et là, une question à se poser, c'est quels sont les biais de mon jeu de données, d'entraînement. Là, mon exemple, je lui ai dit, tiens, entraîne-toi à détecter les chiens. Manque de bol, il y avait des labradors, il y avait quasiment que des labradors et des bergers allemands. Bah, le poméranien, il ne détecte pas ça comme un chien. Ah, bah tant pis. C'est là que je me dis, ah, si j'avais analysé mes données et que j'avais ajouté cette caractéristique de, ah, finalement, les chiens, ma définition de chien est peut-être pas assez large, peut-être que j'ai pas entraîné à repérer les chiens, peut-être que j'ai juste entraîné à repérer les labradors. Et ça peut être un boulot de data scientist, c'est un boulot qui n'est pas simple. C'est un peu comme, vous avez déjà essayé d'expliquer une règle à un enfant? Voilà, une règle d'un jeu à un enfant. Genre tu dis par exemple à un enfant, ou alors tu fais l'inverse, tu demandes à un enfant de t'expliquer de faire un truc, et tu joues. Demande à ton enfant comment faire une tartine. Et il dit, bah tu prends ton beurre et tu l'étales. Bah, tu prends ton beurre, littéralement, sans couteau, et tu l'étales sur la table. Ah, bah, ça correspond à ce que l'enfant a demandé, techniquement, hein, mais c'est pas ce qu'il avait en tête. Donc l'expression du besoin est très complexe. Voilà. Ça, les IA sont très bonnes pour trouver l'expression de besoin la plus simple possible, et qui n'est pas du tout celle que tu veux. Il y a des gens qui ont entraîné une IA comme ça à jouer à Super Mario. La condition, c'était, je garde, enfin, il y a une histoire pour sélectionner quel algorithme garder, c'était de la sélection génétique un peu. Genre, les algos, plus ils survivent longtemps, plus on les garde et on les croise entre eux pour faire, bref. La première règle, c'était, Mario ne doit pas mourir. Bon, Mario, toi tu le sais, quoi, t'avances, tu rencontres un Goomba, tu crèves. Bon, bah tu sautes. L'IA se dit, j'avance pas, je meurs pas. Donc voilà ce qui peut se passer avec une IA.
Donc, c'est très... La déclaration du problème et comment tu entraînes enfin, comment tu décris ta donnée, c'est hyper important. Et ça a l'air très simple dit comme ça, mais c'est effectivement... C'est là où on peut se prendre les pieds dans le tapis très facilement. Voilà. L'anecdote Tesla. Ah, je l'aime bien cette anecdote Tesla. Vous avez vu sur la route des camions qui transportent des fois des panneaux de signalisation ou des feux routiers? Nous, en tant qu'être humain, on s'en fout, quoi. Genre, on s'en fiche. Vous allez sur... là, je vais vous montrer un bout de tweet, mais globalement, il y avait ça devant une voiture Tesla. Et je vais vous montrer ce qu'elle a vu, la Tesla. Elle a vu... ouais, bon, le machine learning, c'est puissant et c'est teubé, mais la Tesla, elle a vu ça. Alors, ah, non, c'est que je voulais cliquer sur... fallait que je clique. Ah, oh, je suis un peu con, là, d'avoir fait ça, parce que c'est pas pratique. J'aurais dû... Ah, mais c'est que j'ai pas pu... Voilà, je n'ai pas pu... Ça y est, je me souviens pourquoi je n'ai pas fait ça. C'est que je n'ai pas pu intégrer la vidéo simplement. C'est pas grave. Allez, on va là-dessus. Est-ce que j'ai une session d'ouverte? Ouais, super. Hop. Et une petite vidéo. On ne va surtout pas se connecter et s'inscrire. On va surtout... Ouais. Voilà. Voilà. Vous voyez ce que voit la Tesla? Ouais. Elle voit des feux et ça ne comprend pas ce qui se passe. Ça fait complètement glitcher le système. Voilà. J'aime beaucoup cet exemple. Ouais, non mais c'est ça. La Tesla, elle mange les trucs, quoi. N'importe quoi. Bref. Et ça, c'est parce que... oui, alors, hop, on fait échappe, on fait majuscule F5, et voilà, ça devrait marcher. Donc, je rappelle, ça c'est parce que l'IA, le machine learning, c'est puissant, mais en fait, c'est teubé, quoi. Ça ne sait pas réfléchir. Ça sait faire le rapprochement entre ce qu'elle voit et ce sur le quoi on l'a entraîné, ce qu'elle connaît. Nous, en tant qu'être humain, on est capable de s'adapter à des situations qu'on n'a jamais vues, qu'on n'a jamais connues. On n'a jamais été entraîné à suivre un camion qui avait des feux routiers, pourtant, on voit ça sur la route, même pas ça nous perturbe. À la limite, on se dit « Ah, c'est rigolo !» Et on s'en fout, ça ne va pas nous empêcher de conduire. Une IA, ça peut la faire glitcher totalement. C'est là la grande intelligence, la grande différence, parce qu'il n'y a pas d'intelligence, justement, dans... C'est pas capable de s'adapter à du neuf, c'est pas capable de créer du neuf, bah, donc c'est teubé. Mais c'est quand même très efficace quand les conditions sont bonnes. Voilà. Pareil, là c'est une autre vidéo de Tesla qui vise la Lune. Voilà, donc ça, vous voyez, oh, un feu orange. Non, c'est juste la Lune. Hein. La Lune qui fait un point orange sur la caméra, et Tesla qui voit, bah, il y a un feu orange, il y a un feu orange, il y a un feu orange. Bon, c'est con ça, mais quand tu entraînes une IA, comment est-ce que tu prévois ce cas-là? À moins que ça te soit déjà arrivé parce que tu as déjà eu le bug. Enfin, vas-y, bon courage, quoi, pour mettre ça dans ta donnée d'entraînement et dire, ceci n'est pas un feu orange. Voilà. Vous voyez la complexité. Là, je pense que vous commencez à voir des exemples de ces complexes. Voilà. Et je vais vous donner un petit bonus qui est un petit peu lié au biais des images d'entraînement. DALL-E et Midjourney ont pas mal de biais. Et ça renforce les stéréotypes. J'ai demandé, fais-moi une personne handicapée. Elle est forcément en fauteuil roulant, quoi. Alors, les handicaps invisibles, maintenant, ça commence à être bien connu. La proportion de personnes en fauteuil roulant parmi les handicapés, elle n'est pas si grande que ça. Alors, il y a un chiffre qui traîne comme quoi, ouais, c'est que 20% de la population, mais je crois que ce chiffre est bidon. Le chiffre, il est encore plus faible de mémoire. Mais bonjour. Mais je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas en mémoire, parce que je suis un peu... je retiens les choses moins bien qu'une IA, quand même. Mais voilà. Un autre biais que ça peut avoir, c'est... j'ai demandé a nurse, une infirmière ou un infirmier. Voilà, sans préciser de genre, parce que je l'ai fait en anglais. Et donc, quand je demande quelqu'un qui occupe ce poste-là, ça fait forcément une femme, l'IA. L'IA dit « Ah, bah c'est forcément une infirmière ». Ah, bah, j'ai jamais précisé que c'était une femme. L'IA s'est dit « Ok, le stéréotype c'est infirmière, allez hop, j'envoie ça ». Là où c'est hyper important, bah, il y a aussi un exemple que je ne vous ai pas montré parce qu'il est un peu... les images étaient petites. Vous demandez fais-moi une personne indienne, vous allez très souvent avoir, enfin quasiment tout le temps même, avoir un vieil homme avec une barbe et possiblement un turban. Bref, tous les clichés, l'IA ça renforce les clichés, quoi. Voilà. Bon, ça c'est pas mal, vous avez compris que les données c'était important. Par contre, la question qui va se poser, c'est comment on qualifie le comportement d'une IA?
Si on a compris que les données, c'était important, la formulation du problème, important pour déterminer le comportement d'une IA, ouais, mais je veux savoir quel est le comportement de mon IA. En fait, on ne peut pas vraiment. On ne peut pas tout à fait, mais ce n'est pas toujours grave. Ça produit rarement un code qu'on peut inspecter. Vous voyez, vous avez un plat de spaghettis, vous n'avez pas le droit d'y toucher, et vous prenez un fil, et vous essayez de déterminer où est l'autre bout. Ah, bah, c'est pas possible. Voilà. Les réseaux de neurones, vous allez peut-être avoir, ah, mon réseau de neurones, voici sa topologie, voici la formule mathématique qu'il compose. Je ne sais pas traduire ça en français. Ah, bah voilà, c'est le petit problème. La solution, c'est d'entraîner avec un jeu de données, genre mes photos avec des photos de chiens dedans, et de lui filer un autre jeu de données qui permet de valider le comportement. Un jeu de données sur lequel elle n'a pas été entraînée. Et c'est là que je vais donner un autre jeu, et je vais me rendre compte que, ok, ça détecte bien les chiens, sauf le poméranien. Apparemment, j'ai un poméranien, enfin j'ai des photos de poméranien dans mon jeu de validation. Manifestement, il ne devait pas y en avoir dans le jeu d'entraînement. Donc mon IA, qui est censé savoir repérer les chiens sur les photos, si je lui donne autre chose que des labradors et des bergers allemands, elle est paumée. Ah, mais ça présuppose bien sûr de très bien connaître comment est constitué le jeu de données de validation. Et ça ne renseigne que sur une seule chose, comment se comporte l'IA sur le jeu de données de validation. C'est tout ce que ça nous dit. Alors après, on peut extrapoler, on peut se dire, ok, mon jeu de données de validation est suffisamment représentatif de la population sur laquelle je compte utiliser mon IA, du coup ça passe. Voilà. Typiquement, pour les IA d'analyse d'imagerie médicale, c'est à peu près ça. Mais par contre, les caractéristiques vont être très précises. Genre, ah, on a validé sur les machines de tel constructeur qui ont été produites de telle année à telle année et qui ont globalement ces composants. Si on s'éloigne de ça, on ne garantit pas les résultats. Hyper important. Du genre, ah, on a entraîné notre IA sur des images de poignet gauche pour détecter les fractures, et notre jeu de données de validation pour vérifier comment on se comporte, c'est que des poignets gauche. Donc notre IA, comment elle se comporte sur un poignet droit, on ne sait pas, à vos risques et périls. Voilà. Et là, vous vous dites, super, j'ai un petit peu mieux compris le machine learning. Normalement, vous avez un peu mieux compris les grands principes qui sont, voilà, ça apprend à faire un truc précis, ça a besoin de données pour être entraîné, et il faut avoir bien formulé le problème. Là, vous avez compris les bases du machine learning. Sans même savoir comment faire un algo d'IA, vous avez une très bonne base si vous avez ça. Par contre, les LLM, les Large Language Models, là vous vous dites, mais quand même ChatGPT, c'est impressionnant ce que ça fait. C'est bien une IA super intelligente, non? Non. C'est teubé aussi. C'est teubé, mais c'est vachement puissant. Les LLM, le jeu du LLM, c'est de prédire les prochains mots à partir de ce qu'on lui a donné. Par exemple, si je lui dis « une souris verte qui courait dans », c'est possible qu'il me dise « l'herbe » et qu'il fasse le reste de la chanson. Voilà, parce qu'il a été entraîné avec un jeu de données qui contenait très certainement cette chanson. C'est très simple comme expression du problème. Essaie de trouver les prochains mots à partir des mots que je t'ai donnés. Mais c'est très puissant, et surtout qu'il y a aussi beaucoup d'optimisations qui vont derrière, hein, bien sûr. Comme toujours, à l'implémentation, si vous faites vous-même un modèle, vous dites « ah ben je vais faire ça », ça demande quand même d'avoir, là encore une fois, bien qualifié son modèle d'entraînement de données, d'avoir purgé certains contenus, d'avoir essayé de maximiser la qualité du contenu d'entraînement, tout un tas de choses. Mais alors, maintenant, pour caractériser ça, un truc aussi puissant que ChatGPT, bon courage. Parce que caractériser, ça veut dire... caractériser un algorithme que vous avez écrit, un bout de code, une formule Excel, c'est facile, le comportement, il est prévisible. Vous savez ce que vous entrez, vous avez une formule je vous donne une formule qui a un comportement déterminé. Vous pouvez faire une phrase en français qui dit « ma formule se comporte de telle manière. Voici ce qu'elle calcule, voici en fonction de quoi elle fonctionne. » Ok. Vous pouvez pas faire ça vous pouvez déjà pas faire ça pour du machine learning classique. Pour du LLM, encore moins. Et là, il y a des gens qui se sont posé cette question. Comment on caractérise le comportement de LLM? Et je voulais juste vite fait ce bout d'article qui est « Les IA sont meilleures en maths quand elles se croient dans Star Trek ». Ok. Pourquoi? On ne sait pas. Et qui a eu l'idée de faire ce test? Une intelligence artificielle. Et donc là, ça me pose un gros problème. C'est-à-dire que ChatGPT, si je lui pose une question, selon la façon dont je lui pose, il va me sortir une réponse plus ou moins pertinente. Il y a des gens aussi qui ont détecté que si tu lui dis « bonjour, s'il te plaît, merci, au revoir », potentiellement, il te répond mieux. Si tu l'insultes directement, ou juste tu lui dis pas... En gros, si tu lui dis « je veux coder ça »,
Et même si tu fais une description technique, tu lui dis je suis sous Linux, je dois bouger tous ces fichiers d'un endroit à un autre et les zipper en même temps, tu t'arrêtes ça, et il te sortira un truc. Si tu lui donnes plus de contexte et que tu mets des formules de politesse, peut-être qu'il te sortira un truc plus pertinent et plus maintenable. Donc c'est compliqué du coup. C'est-à-dire que quelle est la meilleure façon de l'utiliser, là, on ne sait pas trop quoi. Voilà. Est-ce que j'avais d'autres notes là-dessus? Non. Alors, ouais. C'est là, on se dit, ok, les IA, c'est limité, et potentiellement, ça vole mes données. Maintenant, on fait quoi? On fait quoi une fois qu'on a des IA qui sont finalement pas intelligentes, pas surpuissantes, mais qui sont quand même suffisamment puissantes pour me voler pas mal de données? C'est pas grave, on va se débrouiller. Déjà, le machine learning et vos données, j'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle s'appelle le RGPD. Voilà. Notamment, ça concerne beaucoup tout ce qui est classé en appareil médical. En gros, dès que ça analyse une de vos données médicales, il y a des règles. Vous vous faites péter le poignet, vous avez pour une IRM. Je prends toujours le même exemple. Hein. Il est possible que votre IRM passe par la moulinette d'une IA. Le seul moyen d'être sûr que ça ne passe pas par une moulinette d'IA, c'est de dire explicitement « je ne veux pas que ce soit le cas ». Mais si vous ne dites rien, peut-être que le docteur, s'il en a la possibilité, il dira « ah, ça, je le passe à l'IA ». Voilà, juste pour analyser. Par contre, pour entraîner des IA avec des données médicales, il faut que les personnes qui ont ces données médicales donnent leur accord explicite. Donc bien sûr, ça veut dire que développer une IA pour le médical, ça coûte cher, parce que c'est quand même pas mal de logistique de récolter tous ces papiers et d'être en règle. Et c'est vachement bien. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que potentiellement, moi, si j'ai pas été contacté pour signer un papier, toutes les radios que j'ai faites, elles n'ont pas été envoyées à une IA pour l'entraîner. Ça me rassure un peu quand même. Voilà. Bon, il y a aussi des choses qui sont mises en place dans ma boîte pour essayer de limiter au maximum les fuites, genre en algo d'IA, on ne lui donne pas les données personnelles complètes, on pseudonymise le truc, on met les métadonnées un peu bidons. Genre, si la personne a 35 ans, on va dire qu'on choisit un âge au hasard entre 33 et 37, par exemple. Ce genre de choses-là, des données qui ne vont pas modifier le résultat, mais qui vont compliquer le travail d'une personne qui tomberait sur une donnée qui aurait fuité de notre IA et qui essaierait d'identifier à qui elle appartient. Compliquer au maximum ce travail-là. Jusqu'ici, on touche du bois, on n'a pas eu de fuite, mais quand même, on prévoit ça. Voilà. ChatGPT et mes données. Ah, par exemple, là, qu'est-ce que je fais avec ChatGPT et mes données? J'analyse tout. Moi, je me sers un peu de ChatGPT quand je dois écrire des scripts shell. C'est pas mon truc, les scripts shell, ça me gave. Mais de temps en temps, il faut que j'en fasse. Dans ce cas-là, j'anonymise mon problème. Genre, je n'utilise pas des vrais noms de variables, je lui donne pas d'infos sur mon infra, je lui donne surtout pas de token d'accès, je lui dis pas comment est constituée ma base de données, je découpe en sous-problèmes, et ensuite, chaque sous-problème, j'anonymise, puis j'envoie à ChatGPT, et c'est ce qui me donne les résultats les plus cohérents, sans mettre en danger qui que ce soit. D'ailleurs, on a même des guidelines officielles dans la boîte pour dire, faites hyper gaffe, parce que ne rédigez surtout pas un email client avec ChatGPT avec les vraies infos du client, quoi. Sinon, c'est mort. Sinon, on est foutu. Voilà. Donc, il y a un vrai travail d'éducation, quoi. Le machine learning et la pertinence, c'est un peu pour répondre à la problématique. Ouais, mais mon IA, elle est limitée, je fais quoi? C'est comme un théorème mathématique. Vous savez probablement tous et toutes qu'on ne peut pas diviser par zéro. Voilà, ça ne marche pas. Et des fois, il y a des théorèmes mathématiques que vous essayez d'appliquer pour vous dire « Ah, je calcule telle formule, puis je divise par ça, et c'est marrant, mais mon résultat, c'est n'importe quoi. » Et ah, parce qu'en fait, j'ai divisé par zéro un endroit. Je n'étais pas dans les conditions d'utilisation de l'outil que j'ai essayé d'appliquer. Là, c'est pareil, chaque IA a des conditions d'utilisation de type « Dans ce contexte-là, je marche très bien, je sors du contexte, je ne garantis pas. » Rappelez-vous, avec l'IA qui détecte les chiens, non, c'est une IA qui détecte les labradors. Ah, maintenant que je le sais, je sais mieux l'utiliser. En fait, si vous trouvez les limites du jeu de données, si vous trouvez les limites de l'expression du problème, vous trouvez les limites de votre IA et vous êtes capable de l'utiliser pour la bonne utilisation. Voyez ça comme un tournevis. Un tournevis, c'est génial, hein, mais si vous avez un clou, c'est pas un tournevis qu'il vous faut, c'est pas grave. Voilà. Bref, ce qu'on a, c'est que les IA ne pensent pas. Il n'y a pas de magie.
Mais en comprenant les limites de l'IA et des IA, en fait, on peut s'en servir efficacement, mais surtout, faites gaffe à vos données, quoi. Vraiment, faites gaffe à vos données. C'était tout pour ça. J'ai un site sur lequel, pour l'instant, il n'y a pas ce talk, mais un jour, il y sera. Voilà. Et puis, comme d'hab, bah, vous savez où me trouver. Hein. Vous envoyez un message à Florian. Moi, je suis sur le Slack DevTour, je suis aussi sur le Slack Cefim. Et puis, je crois que j'ai un formulaire de contact là-dessus. J'ai un Twitter sur lequel je ne vais plus parce que j'ai abandonné Twitter. Et voilà. Et si on se casse le poignet? Si vous vous cassez le poignet, il y a des... Enfin, par contre, les IA médicales, pour les avoir vues à l'œuvre, sans rire, c'est impressionnant. C'est impressionnant, je trouve que les... Bon, alors je suis biaisé, je travaille pour une boîte qui fait ça. Mais il y a un niveau de professionnalisme des personnes qui développent ces trucs-là qui est vraiment assez élevé. C'est rare dans une boîte. Moi, je suis chieur sur les données. Je dis toujours ouais, attention, RGPD, vous y avez pensé? Là, je n'ai pas besoin de dire ça. Là, c'est mes collègues qui disent plutôt attention, niveau RGPD, il faut qu'on fasse gaffe à ça. Par exemple. Voilà. Et globalement, ouais, sur des détections de trucs ou les détections de nodules pulmonaires, typiquement, ou des nodules dans les poitrines, c'est hyper performant. Alors, très très performant, et c'est des excellentes aides au diagnostic. Et ça permet à des docteurs de choper des cancers bien plus tôt que s'ils n'avaient pas l'IA. Littéralement, ça sauve des vies, le truc, quoi. Mais là où c'est cool, c'est qu'il y a des réglementations européennes qui sont très très... Enfin, ça sert bien la vis et ça évite pas mal de dérives. Voilà. Parce que bon, bah... Il faut des règles, quoi. Voilà. Et est-ce qu'on a du temps pour des questions ou pas, du coup? Je ne sais pas du tout. Ou est-ce qu'on les regarde pour l'apéro après? Parce que... Ok. Voilà. Vas-y, vas-y, posez donc. En fait, premièrement, c'est moi typiquement, j'avais un peu la même approche que toi, c'est-à-dire que je suis obligé de... Enfin, je ne suis pas obligé, mais j'avais refusé avant d'utiliser le machine learning ou tout ça parce que j'avais un peu de doute sur ce que c'était, je trouvais que ça allait trop vite en termes de buzz dans la société, etc. Je trouvais qu'il n'y avait pas de précaution qui était prise. Je préfère être frileux personnellement. Je m'y suis mis un petit peu parce que dans ma prise de poste, je suis obligé de faire un peu de code par rapport à du test automatisé. Comme je suis encore débutant, il y a plein de moments où je me retrouve face à des problèmes et pour éviter de sursolliciter mes collègues, je vais faire un peu de ChatGPT, etc. Ouais. Donc j'avais pris soin de effectivement retirer les données parce que ça, je savais que ça se volait, etc. Très bien, et pas mal déjà. Je voyais quand ça ne marchait pas ce qu'il me faisait, donc j'avais une illusion de contrôle sur la réponse qui m'était donnée. Et la question que j'ai, c'est est-ce que quelque part il n'y a pas un risque en étant débutant que j'accumule en fait de la mauvaise expérience parce que ce qu'il me donne n'est pas bon? Ou typiquement, j'ai TikTok quand tu m'as dit l'exemple que ça mettait des barres partout au lieu de lettres ou const, etc. Et est-ce que quelque part je risque pas de me tirer une balle dans le pied à moyen terme en apprenant du mauvais code, etc. Voilà. Sachant que tu connais le contexte, c'est du PRI, donc c'est des petits scripts, c'est pas des gros codes, etc. Mais du coup, je reformule ta question pour le micro. Globalement, l'IA, de base, tu étais réticent à t'en servir parce que tu te disais, attends, ça buzz trop vite, il y a beaucoup de monde qui en parle. Ça me paraît bizarre, ça sent peut-être un peu l'arnaque, je fais gaffe. Tu as dû commencer à t'en servir pour le boulot parce que tu débutes dans le code et que tu as besoin de faire du code, alors que bon, tu es sur un métier qui est beaucoup plus fonctionnel. Et toi, tu te dis, est-ce qu'il n'y a pas un risque que je loupe des étapes d'apprentissage si je me fie trop à l'IA. Il y a quelqu'un justement qui avait fait un article, bien sûr, c'est des trucs, des fois je suis très con parce que je lis des choses, je me dis ah trop bien, et je les enregistre pas, je les note pas, du coup je les perds. Et il y a quelqu'un qui avait fait un petit schéma où tu vois une grande ligne droite avec des petits trous. Des petits trous, il te faut des petits ponts pour passer. Parce qu'il te manque des petits bouts de connaissances. Mais globalement, tu connais bien le sujet. Et dans ce cas-là, l'IA, elle va t'aider à combler ces petits bouts de connaissances. Et là, c'est très pertinent et ça va te faire gagner vachement de temps. Mais ça te fait gagner du temps par rapport à ce que tu aurais fait si tu avais lu de la doc, etc. Et là, tu ne prends pas trop de risques. Par contre, si tu as 2 bouts de route et un gros trou et que tu fais tout le pont avec l'IA, eh bien, potentiellement, ouais, à la fin, tu as peut-être un truc qui marche, mais tu n'as peut-être pas vraiment appris ce qu'il aurait fallu faire. Et c'est-à-dire que, bah ouais, tu as trop de trous dans ta connaissance, et là, il y a un risque. Alors, moi, ce que je recommande dans ce cas-là, c'est d'être très transparent. Moi, à chaque fois que je fais un truc où je me dis, ok, là, je me suis servi de ChatGPT, le comportement correspond à ce que je veux, mais je ne garantis pas au niveau de la qualité de code, bah, c'est exactement ce que je dis à mes collègues. Je dis, attention, là, c'est pas moi vraiment qui ai écrit le code, c'est du ChatGPT.
Donc, c'est pas forcément dans les règles de l'art, et là-dessus, c'est des règles de l'art que je ne connais pas. Donc, je veux bien votre revue de code, mais en double par rapport à d'habitude, la revue de code, quoi. Parce que là, à quel point ça s'intègre ou pas dans la code base, je ne sais pas. Je sais que là, à l'instant T, ça marche, mais est-ce que je viens pas d'ajouter aussi un gros bloc de dette technique? Et là, j'esquive le problème, entre guillemets, où je me dis, enfin, des fois, on n'a pas le choix, finalement. Des fois, on nous demande de faire un truc et on n'a pas les connaissances, mais il faut quand même que ce soit fait, et il n'y a personne d'autre pour être disponible pour aider. Bah, c'est pas hyper grave à partir du moment où on est transparent sur le truc. Mais sinon, de manière globale, si tu es juste en phase d'apprentissage et que tu n'as aucun collègue vers qui te tourner tout court, ouais, reprends plutôt les bases plutôt que d'aller sur de l'IA. Voilà. Mais ouais, très bonne question. C'est justement le constat qu'il y avait quand on va sur des gros modèles comme ChatGPT, on voit les problèmes environnementaux, les problèmes éthiques et les problèmes de régression. Je crois que on appelle ça la forêt noire. Je crois que c'est-à-dire qu'à force de rajouter du contenu qui est lui-même utilisé, il a une médiocrité de plus en plus importante. Est-ce que justement, et puis comme je disais, tout va trop vite et qu'il y a beaucoup d'investissement qui est mis dedans, puis on verra ce que ça donnera après, parce que les retombées économiques risquent d'être pas énormes non plus. Est-ce que justement l'avenir, ce ne serait pas plutôt d'avoir du machine learning, un peu sur l'exemple de la success story médicale, entre guillemets, c'est-à-dire dans des périmètres bien définis, avec des gens qui ont un niveau d'expertise donné qui pourra avoir un avis critique dessus, et sur lequel où le problème d'éthique est contourné par le fait qu'on teste des jeux de données très précis. Ça part pas n'importe comment comme ChatGPT, et du coup là on va avoir des vraies garanties dans le futur que c'est ça qui va marcher, quoi. J'aime bien ce que tu dis là. Donc tu dis, toi, les IA, aujourd'hui, il y a plusieurs problèmes. Déjà, problème environnemental, parce que ChatGPT, c'est plein de GPU qui tournent, donc ça consomme beaucoup d'électricité. Les problèmes éthiques qu'on a vus, où clairement OpenAI ne s'est pas du tout posé de questions éthiques. Est-ce que ça pose un problème si on le fait? On s'en fout, on le fait. Cette question éthique, je l'avais posée à Tourentech, à quelqu'un qui avait justement présenté un talk super intéressant sur comment il utilisait GitHub Copilot. Et je lui ai dit, attention, parce que GitHub Copilot est capable de te recracher du code qui est copyrighté. Du code que tu n'as pas le droit d'utiliser, du code qui vient d'une base qui a une licence qui n'est pas permissive et qui ne te permet pas de la réutiliser. Le problème, c'est que GitHub Copilot est capable de te la régurgiter telle qu'elle, sans que tu le saches. Et ça peut t'embêter niveau juridique. Et aussi, niveau éthique, ça veut dire que l'entraînement a été fait sans se préoccuper de ce que c'était vraiment l'open source. Ils se sont dit, les gens qui ont fait Copilot, ils se sont dit, ah, il n'y a rien qui nous interdit de faire ça dans l'open source parce que c'est quelque chose qui n'existait pas avant, personne n'y a pensé, oh, c'est une faille, vas-y, on en profite. Plutôt que de poser la question et de se dire, on aimerait faire ça, chère communauté open source, comment peut-on faire pour que ce soit fait dans les règles de l'art? Ils ne se sont pas posé la question, ils ont foncé dedans. Et là, la personne qui était en face de moi me disait, j'avoue que c'est tellement efficace qu'à aucun moment on s'est posé cette question. Et je me suis dit, mince, en fait, c'est ce qui a déclenché ce talk. Je me suis dit, mince, quand même, quelqu'un qui est qu'un dev senior, qui a une vraie expérience, qui d'ailleurs apporte des choses très intéressantes avec, est passé à côté de ça. C'est très certainement pas un problème avec cette personne, c'est un problème beaucoup plus large que ça. C'est un gros coup marketing réussi de la part des gens qui ont fait des IA, surtout. Voilà. Et donc, ce que tu dis aussi, c'est les IA, il y a potentiellement des problèmes liés aux performances. Ça peut être un peu flou, et un problème économique, du type, il y a plein de boîtes qui investissent des tonnes de pognon dans l'IA, mais c'est quoi le modèle économique derrière? Le futur que tu dis, où je pense que tu as raison sur le futur que tu racontes, où il va y avoir des acteurs qui vont réellement se démarquer. Ceux qui font bien le travail d'entraînement, de sélection de données, qui posent les bonnes questions et qui essaient de faire les choses correctement. Un peu à la manière de ce qu'on essaie de faire dans le médical, de se dire, attends, si on résout bien un problème, c'est pas mal déjà. Ensuite, on va voir comment améliorer. Plutôt que de se dire, ouais, on a un truc qui fait tout. Bon, ouais, on n'a pas trop vérifié, mais c'est bon, ça fait tout. Voilà. Et le modèle économique, je pense qu'il va être mis à mal avec la crise de financement des startups, où pendant quelques années, on a eu une situation qui était un peu une anomalie, où les fonds d'investissement, je pense qu'ils avaient peur de passer à côté du prochain Google. Et donc, ça a arrosé de pognon certaines startups qui avait littéralement zéro business model. C'était « ouais, on va faire de l'acquisition d'utilisateurs, ouais, vas-y. Ah mince, maintenant, aujourd'hui, il faut les transformer en clients, il faut qu'ils payent. Ah, personne ne veut payer. Ah, bizarre. » Voilà. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des boîtes comme Reddit, qui disent « hey, maintenant, l'accès à nos API, nous, Reddit, il faut payer. »
Et je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire, mais il y a eu une grosse grève d'une bonne partie des utilisateurs et utilisatrices de Reddit qui ont dit « ça, c'est de la merde, donc on arrête d'utiliser Reddit ». Reddit, sans utilisateurs, ça ne vaut plus rien. Voilà. Et pour la question du modèle économique se pose, et dans le médical, en particulier genre à Chicago il y a quelques mois, il y a un analyste un peu chevronné. Lui, son analyse, c'était, vous voyez, aujourd'hui, là, au RSNA, Salon de radiologie de renommée mondiale, il y a énormément d'acteurs de l'IA, c'est de plus en plus grand chaque année. Moi, je pense que dans 3 ans, la plupart des boîtes qu'on verra ici, elles seront plus là. Et qu'il en restera que quelques-unes qui, elles, par contre, seront très différenciantes, auront vraiment de la valeur, parce qu'elles répondront à des vrais problèmes, mais qu'il y a beaucoup de boîtes qui vont, d'ici là, se casser totalement la figure. Voilà. Donc, cette analyse, t'es pas la seule à la voir, quoi. Après, je suis pas expert, hein. J'écoute des trucs des fois. Voilà. Je pense que c'est pas mal pour les questions en termes de timing. Je sais pas trop où on en est. Ma montre, elle me dit, je sais pas. Voilà. Ça marche. Eh ben, merci à vous tous et toutes. C'est cool.